Bonjour Alain. Bonjour Bruno. Donc toi tu vis sur ton bateau, parce qu'on ne s'est pas rencontrés en fait avant le départ, donc Non, c'est la première fois qu'on se rencontre. j'étais trop loin. Voilà, tu étais trop loin. Donc toi tu vis sur ton bateau depuis... Sur le bateau actuel, sur Patago, je vis sur Patago depuis 14 ans maintenant. Ouais. Et on a bien navigué avec le bateau, on est allé déjà un petit peu partout dans le monde, du nord au sud, du grand nord au grand sud. Et, et mon bateau est, je pensais, bien préparé, je connais bien le bateau, on a déjà pris du mauvais temps, du beau temps, beaucoup de plaisir avec. Et, et c'est pour ça que je me suis inscrit à longue route, parce que c'était la longue route, c'était un petit peu l'apothéose de toutes mes années de navigation, quoi. C'était, voilà pourquoi. Et c'est un rêve que tu avais depuis longtemps ou qui n'était pas du tout pas formalisé, quoi? C'est pas un rêve. J'ai jamais rêvé de naviguer en solitaire. Avant ça, je n'avais fait qu'une seule navigation en solitaire. Je devais avoir dans les 22 ans, 22, 23 ans. Et c'était justement dans les années 70, quand l'idée de navigation en solitaire m'est venue à cause de Moitessier, à cause de Bernard Moitessier, qui lui venait de finir son tour du monde. Et moi j'ai tourné autour de la Corse. À l'époque j'avais un petit bateau, j'avais un mousquetaire qui était un super bateau aussi. Et j'ai tourné autour de la Corse en solitaire pendant quelques jours, jusqu'à ce que je commence à parler seul, à me dire que vraiment c'était pas un truc pour moi, quoi. J'étais pas adapté à ça, je manquais de compagnie, surtout à 20 ans. Bien sûr. Voilà. Et depuis, je n'ai plus jamais navigué en solitaire. Et quand il y a eu la longue route, j'ai eu envie de le faire. J'ai eu envie de faire cette longue route, de faire un tour du monde en solitaire. Ça m'est venu comme ça, quelques mois avant mon départ, quelques mois avant la date limite, parce que j'ai décidé ça. La date limite était fin février, et je crois que je me suis inscrit, je crois que j'ai envoyé un mail à Olivier Merbeau en disant OK, on devait être le 25 février, je crois, un truc comme ça. Oui, d'accord. Hein, je dois être le dernier inscrit, je crois. D'accord. Voilà. Et donc Patago, tu peux nous parler un peu de Patago? Patago, c'est un bateau en aluminium de 50 pieds. Sa particularité, c'est que c'est un bateau à quille relevable. Ce n'est pas un dériveur, c'est un quille relevable. La différence entre le quille relevable et le dériveur, la quille fait le lest du bateau. Le lest du bateau est dans la quille. Alors qu'un dériveur, le lest est à l'intérieur de la coque. Oui, oui, oui. Voilà. Le bateau navigue avec 3 mètres de tirant d'eau. Okay. On peut relever la quille, on le fait, on relève la quille pour entrer dans des ports, pour aller s'échouer. C'est très pratique pour ça, c'est très agréable pour ça. Mais c'est un quillard avec 3 mètres de tirant d'eau. Okay. C'est un très bon équilibre sous voile qui marche très bien, aussi bien au près qu'au portant. C'est un bateau qui est très large. Il est en aluminium, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est également une caractéristique de ce bateau. Okay. Et j'en suis très content, très heureux. Voilà. D'accord. Donc là, tu es parti sur cette longue route. Tu n'es pas parti d'un port de France. En fait, tu as remonté jusqu'au 45e nord pour prendre le départ. Voilà. Au départ, j'avais l'intention pour moi, c'est un pèlerinage nautique que je voulais faire. Donc j'avais l'intention de suivre au plus près la route de Bernard Moitessier. Et j'avais l'intention de partir en Angleterre. Oui. Mais en fait, les vents étant contraires, c'est pas que j'ai pas réussi à remonter, mais c'est que j'en ai eu marre de remonter vers le nord. Et j'ai décidé, comme c'était vraiment fatigant, surtout qu'après j'allais le continuer j'avais tout le reste du monde à faire en solitaire, j'ai décidé de raccourcir. Donc dès que j'ai passé le parallèle 45 nord, oui. J'ai choqué les écoutes, fait demi-tour et cap au sud. J'ai fait une photo de l'écran de l'ordinateur pour bien prouver à l'organisation que j'avais passé le 45 nord. Voilà. Et je suis reparti au sud immédiatement. D'accord. Et donc
la navigation, la descente de l'Atlantique, comment ça s'est passé? Donc, au départ, il y avait un petit peu de vent. Quand j'ai choqué les écoutes, on est redescendu très, très rapidement. Et puis là, il y avait du vent, on avait 15-20 nœuds de vent, à peu près jusqu'à Madère. Alors je voulais passer, j'ai fait la route en passant par Madère parce que je voulais saluer par VHF un ami que j'ai là-bas. Malheureusement, je ne l'ai pas vu parce que lui il m'attendait beaucoup plus tard et je suis passé trop vite. Alors, il est monté sur le sommet de Porto Santo avec une VHF pour m'appeler, mais j'étais déjà hors de portée, on n'a même pas pu se parler. Et puis après Madère, dès que j'ai passé Madère, là, le vent est tombé et je suis resté avec des tout petits vents jusqu'à le passage de l'équateur, bien avant le passage de l'équateur, pas de vent, des petits vents, des petits temps, des 6 nœuds, 10 nœuds, 12 nœuds. Et j'étais parti avec des voiles de gros temps en fait. J'avais un petit génois lourd, un phoque, un petit sur-enrouleur, les deux sur-enrouleurs, un génois et un phoque, mais des petites voiles costauds et petites. J'étais vraiment pas adapté au temps que j'avais à la météo que j'avais à ce moment-là. Et voilà, c'est tout le. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc tu arrives dans le Grand Sud? Pas tellement le Grand Sud, parce que je ne suis pas tellement allé Grand Sud en fait, puisque je crois que l'escale de Cape Town est située à 33 degrés sud, donc on est loin du Grand Sud encore. Hein, c'est pas. C'est le Grand Sud Atlantique. C'est le sud de l'Atlantique, pas le Grand Sud. Oui. Et oui, bon, j'ai décidé de m'arrêter pendant toute cette descente par petits temps. Donc j'ai pas eu de gros mauvais temps. J'ai eu des incidents techniques sur un bateau que je connaissais bien et que je pensais bien préparé. Et ça, c'était ma grossière erreur. C'est pas parce qu'on vit sur un bateau depuis longtemps que l'on navigue, pas seulement vivre, mais naviguer avec ce bateau depuis longtemps, puisque j'ai pratiquement fait 100 000 milles avec ce bateau pendant ces 14 années. C'est pas pour ça qu'il est prêt. Enfin, pas pour ça qu'il est prêt pour faire un grand tour comme ça. Et il y a eu des petites avaries qui ont commencé par un phoque déchiré. Ce n'est pas trop grave, j'en avais un de rechange et j'étais capable de réparer. D'ailleurs, je l'ai réparé à bord. Ça, c'était la première avarie. Ça m'a contrarié, mais enfin, ça allait. La deuxième avarie a été plus grave parce que c'était carrément un début d'incendie à bord du bateau. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai entendu une alarme. J'ai pensé que c'était d'abord l'alarme du pilote automatique, un bip 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 là, le pilote automatique. Ce n'était pas ça. Le pilote il était bien. J'ai pensé à l'alarme du baromètre, puisque s'il y a une chute de pression de plus de 3 millibars en une heure, le baromètre donne une alarme. Ce n'était pas ça non plus, le baromètre était stable. Et puis quand j'étais en train de regarder le baromètre et encore en train d'essayer de comprendre, j'ai senti une odeur de brûlé. Ah oui. Alors là, ça m'a fait peur. Je ne voyais rien. J'ai senti une odeur de brûlé. Et juste à côté, pas trop loin du baromètre, j'avais qu'à me baisser, j'avais un extincteur. Donc j'ai pris l'extincteur en main et je cherchais la source du brûlé. Et j'ai aperçu, donc, dans la cabine arrière, il y a des petits trous d'aération qui donnent dans le local technique. Et à ce moment-là, j'ai vu de la fumée, une fumée noire qui sortait par ces petits trous de ventilation. Et là, j'ai eu un gros dilemme. Il y a un regard, il y a une porte qui s'ouvre là. Et est-ce que j'ouvre la porte ou pas? Si j'ouvre la porte, je fais un appel d'air. Si je fais un appel d'air, ça augmente l'incendie. J'ai hésité quelques secondes et puis je voyais rien, je voyais pas de rouge, donc je me suis dit il n'y a pas de flamme, donc j'ai ouvert la porte et là j'ai tout de suite compris, j'avais le régulateur de l'éolienne qui avait explosé. D'accord. Avec un composant à l'intérieur qui avait lui-même explosé. Ah oui. Donc la solution était très simple, couper toutes les batteries, vérifier si... Bon, tout de suite plus de fumée, donc le problème était réglé. Mais donc le problème technique était réglé partiellement, mais moi j'ai eu quand même un problème
psychologique parce que ça m'a vraiment filé un choc, quoi. J'ai vraiment eu peur. Là, j'ai vraiment eu peur. Ouais. C'est vraiment... L'incendie, pour moi, c'est, je pense que pour tous les marins, l'incendie, c'est la plus grande crainte, parce qu'on ne peut pas lutter. Enfin, on ne peut pas lutter. Un incendie qui est pris au départ, ça, oui, mais c'est vraiment craignos, l'incendie. C'est la plus grande crainte. Donc là, c'était fait, mais résultat, j'avais quand même plus d'éoliennes. L'éolienne étant ma plus importante production électrique. D'accord. J'avais quand même, il restait quand même le moteur, un générateur et les panneaux solaires. J'avais au total 4 sources d'énergie. Mais la plus importante et la plus régulière, c'était quand même l'éolienne, surtout dans le Grand Sud, où on espère avoir du vent, quoi. Donc voilà. Ensuite de ça, quelques jours après, j'ai eu une nouvelle avarie avec le pilote un des pilotes électriques qui a commencé à donner des signes de défaillance. Et il ne me restait plus qu'un gros pilote hydraulique, avec une pompe hydraulique. Alors je l'appelle gros pilote, il n'est pas plus gros que les autres, mais il est plus gros consommateur. C'est pour ça qu'il y a le terme gros qui l'accompagne. C'est le plus gros consommateur. Et c'est lui, l'éolienne était là pour lui en fait. Ouais. Voilà. Donc j'avais plus l'éolienne et il ne me restait plus que le gros pilote. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que dès le départ, j'avais fait un investissement pour le bateau, un régulateur d'allure neuf, que j'avais installé selon les normes du constructeur, etc. Oui. Et ce régulateur n'a jamais fonctionné. Hein. D'accord. Donc ce régulateur n'ayant jamais fonctionné, je transportais un poids mort. J'ai tout essayé, tous les réglages, y compris avec des conseils du constructeur. Ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi, je n'en sais rien, mais il n'a jamais fonctionné. Donc il me restait le bilan, c'est qu'il ne me restait plus qu'un seul pilote, le plus gros consommateur, avec une source d'énergie déjà diminuée. Et j'avais commencé à avoir des doutes, mais j'étais encore confiant, je continuais, pour moi c'était pas un problème, je continuais. Et la troisième ou quatrième, je ne sais plus, avarie. Et là, je me suis coincé, le bateau s'est coincé dans une énorme glaine de pêcheurs, de boutes de pêcheurs en polypropylène qui flottaient. C'est-à-dire qu'on avait 20 nœuds de vent, le bateau marchait bien, et puis le bateau brutalement s'arrête, je sens que le bateau ne va plus. Je vais voir à l'extérieur, je ne comprends pas, je vois les voiles qui sont bien réglées, la gîte du bateau est correcte, est normale. Je ne comprends pas, il se passe quelques secondes, enfin longues secondes, je ne comprends pas. Le bateau n'avance plus, tout a l'air bien, et puis on dirait qu'il y a quelque chose qui l'a accroché. Et je cherche. À ce moment-là, le pilote se met en sécurité, puisqu'il n'a plus d'information vitesse, donc voilà, il s'arrête. Donc je mets le pilote sur off. J'essaye de prendre la barre, mettant le pilote sur off, je prends la barre, et puis j'essaye de tourner la barre, et la barre est extrêmement dure, bloquée. Alors là, j'ai compris que j'avais quelque chose dans les safrans, mais je ne voyais rien. Alors je me suis penché sur le côté, je ne vois rien, de l'autre côté je ne vois rien, à l'arrière je ne vois rien. J'enroule le foc, oui on était sous foc, j'enroule le foc, donc le bateau est encore plus immobilisé, gîte moins. Et pendant ce temps-là, pendant que j'enroule le foc, à la fin de l'enroulage du foc, je vois une grosse masse verte qui, je ne me souviens même plus si elle était verte ou orange, qui se dégage du bateau sur tribord. Et je m'aperçois que c'est un gros bout, enfin un gros rouleau de bout énorme, et avec qui était ficelé avec d'autres petits bouts en polypropylène également qui flottaient et qui traînaient derrière elle, comme une espèce d'énorme méduse qui était là, et ce truc-là était coincé sous le bateau et m'avait arrêté. J'ai eu la chance parce que c'est pas resté accroché sur le bateau. Comme 100 fois que le bateau s'était mis en travers du vent et a dérivé, ce qui fait que ça l'a dégagé, c'est parti. Très bien, l'avarie était terminée, le bateau en route, je redéroule le foc, je remets le bateau en route, on reprend le cap, je remets le pilote, tout va bien. Mais je savais que ce truc-là avait été coincé sous le bateau, donc j'ai quand même vérifié
les safrans. Ce bateau a la particularité d'avoir 3 safrans. Et ce bout était coincé entre mes 3 safrans, en fait. Hein. Donc 3 safrans, ça signifie 3 tubes jaumières. Bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais une petite fuite sur le tube jaumière tribord. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi longtemps. Voilà, j'ai réfléchi longtemps et j'ai pris la décision de m'arrêter à Cape Town pour réparer. J'étais toujours dans l'esprit de continuer, réparer et continuer. Donc je me suis dirigé sur Cape Town, où on a été très bien accueillis par le capitaine du port, Stephen Bentley, qui est très... Si tous les capitaines de port étaient de la classe de cet homme-là, ce serait magnifique. La plaisance serait... c'est déjà... Dans le mot plaisance, il y a déjà le mot plaisir, mais là, ce serait vraiment une jouissance, disons. Et j'ai réparé, mon épouse est venue me rejoindre, et avec le matériel pour réparer, donc l'éolienne, un régulateur de rechange, du matériel de réparation, et puis on en trouve également sur Cape Town. On a réparé le presse-étoupe, on a réparé les toupes du tube jaumière, la jonction, l'étanchéité du tube jaumière. On a tout réparé, on en a profité pour faire réparer le foc. Et puis s'est posé le moment de repartir. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais perdu la foi, quoi. D'accord. J'avais perdu la foi, j'étais parti pour faire un tour sans escale et sans assistance. Et là, j'ai fait escale, j'ai eu une assistance. Mon contrat a été cassé, mon contrat a été rompu et voilà, j'ai perdu la foi, j'ai plus envie de repartir. Ça n'avait plus de sens que je reparte. En repartant, bon, il faut dire que j'avais eu aucun contact ni avec l'organisation, ni avec aucun des autres participants. Oui. C'est-à-dire, j'avais pas la motivation de continuer et de retrouver un copain à l'arrivée. À l'arrivée, moi j'arrivais au Bono. Bono, pour moi, c'est le bout du monde. C'est un endroit que je ne connais pas. C'est un petit bout de France que je connais mal. La France en général, et puis ce petit bout en particulier. J'avais rien à y faire, quoi. J'avais rien à y faire de particulier. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner. J'ai envoyé un mail en disant que j'arrêtais, et puis voilà, que je repartais vers Sainte-Hélène, et je suis remonté par Sainte-Hélène, le Cap-Vert, voilà. Par contre, je suis venu ce week-end du 21 juin 2018 pour fêter l'arrivée 2019, pardon. Pour fêter l'arrivée de ceux qui ont terminé, et puis même ceux qui ont fait comme moi, qui ont abandonné. Et là, on s'est retrouvés, et c'était vraiment une vraie fête de se retrouver, de retrouver tout le monde, de faire connaissance de tous ces gens-là. C'était vraiment un vrai plaisir d'être au Bono. Et si j'étais venu au Bono pour le départ, peut-être que ça m'aurait motivé. D'accord. J'aurais eu la motivation pour revenir, pour continuer la longue route, quoi. Parce que c'était vraiment un très grand plaisir de tous vous rencontrer, que ce soit David, Gilles, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'on était 26, donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu en tires un petit peu comme conclusion de la préparation ou du manque de préparation? Ma conclusion principale, c'est que je suis à bord d'un bateau que je ne connais pas, alors que je navigue avec depuis 14 ans, je retourne à bord de mon bateau. Maintenant, je suis à bord de mon bateau comme s'il était tout neuf. D'accord. Hein, j'ai plein de choses à voir, plein de choses à reconnaître, et plein de... je crois que j'étais imbu de ma personne, très présomptueux vis-à-vis du bateau, vis-à-vis des autres, et que j'en tire une grande leçon d'humilité. D'accord. Voilà ce que j'en tire.
La mer m'a remis, pas la mer elle-même, pas le mauvais temps, pas le vent, pas les grosses vagues, non, j'ai rien vécu de tout ça. Il n'y en a pas eu, je n'en ai jamais eu dans ma vie en fait. Voilà, une grande leçon d'humilité on apprend à tout âge et tout le temps, quoi. J'ai passé le message à un petit jeune qui va partir prochainement, qui a son bateau depuis longtemps, et depuis 3 ans. Pour lui, c'est très, très long, 3 ans. Et je lui dis, bon, maintenant, tu retournes à bord de ton bateau, tu t'installes dans le carré. Comme je suis là, c'est dans le carré de Josua. En fait, j'ai oublié de dire que nous sommes dans le carré de Josua, qui est une merveille. Tu retournes, tu t'installes dans le carré, et tu repenses tout ton bateau. Tu repenses tout ton bateau. Même, tu commences par l'endroit que tu connais le mieux, que tu penses connaître le mieux, tu y vas, que ce soit la cuisine, le moteur, tes boulons de quille ou ton pied de mât, tu y vas et tu regardes comme si c'était nouveau, comme si c'était un truc que tu venais de recevoir, voilà. Et tu analyses ce qui se passe là, et là, tu passes quelques mois à faire ça partout sur ton bateau, et là tu connaîtras ton bateau. D'accord. Très bien, oui. Voilà. Et maintenant, tes projets? Mes projets, mon bateau n'est pas au Bono, mon bateau est à Porto Santo, qui est une île, un petit îlot qui est avec un très joli petit port, juste à côté de Madère. Je vais retrouver Patago, et on va rester quelque temps là pour aider à travailler avec un copain sur son propre bateau, peut-être avec d'autres yeux aussi. Et quoique lui, il a des yeux très pointus, l'ami Miguel a des yeux très pointus sur son bateau, c'est beaucoup plus que moi. Et en décembre, on va retraverser, on va retourner aux Antilles, à Saint-Martin. On va passer l'hiver aux Antilles. Et l'été prochain, je pense qu'on va revenir en France et revenir au Bono, en particulier dans le golfe du Morbihan, parce que que je ne connaissais pas et que j'ai envie d'approfondir maintenant. Ça t'a interpellé. Voilà, en fait. C'est vrai que c'est des paysages magnifiques, le golfe du Morbihan. Voilà. Mais après, il y aura d'autres projets plus lointains, plus... Bien sûr. Ok, bah écoute, merci Alain. Bah, merci de ton interview, c'est très sympa, et surtout merci de nous avoir fait cette interview quand je dis nous, je ne parle pas de moi à la troisième personne, je parle de David et moi, David qui est mon hôte sur son bateau pendant mon séjour au Bono. Merci de nous avoir invités à faire cette interview sur Josua, et merci au musée maritime et à Jeff qui est le capitaine de ce bateau et qui nous a permis cette interview superbe. Voilà. C'est vrai que ça s'est fait comme ça, mais c'est pas l'interview superbe, l'interview dans ce lieu superbe. Oui, bien sûr. Et historique. Voilà. Ok, merci Alain. Merci.